quand même de gérer plusieurs choses en même temps. Donc, en gros, l'histoire, c'est une entreprise que j'ai créée en 2011, qui a eu un certain succès, et je raconte cette histoire, en fait, 5 ans d'activité d'une société qui a eu créé des millions. Et donc voilà, ça commence en diffusion live sur Facebook. Je vous conseille de rejoindre là-bas, en réalité c'est le même contenu, en temps réel. Mais voilà, donc bonjour à toutes et à tous, pour tous ceux qui me suivent en ce moment même sur Facebook, que vous suivez cette histoire en temps réel ou en replay plus tard, parce que je sais que ça fonctionne très souvent comme ça. Nous sommes dans le 5e épisode de la folle histoire de BIM.com. C'est quoi cette histoire? Je fais un petit rappel. En 2011, j'ai créé une entreprise qui s'appelait à l'époque Phoeniximo, les premiers jours, qui est devenue BIM.com plus tard. C'est un réseau de négociateurs en immobilier dans un objectif très précis, c'est de révolutionner ce marché de l'immobilier qui, à mon sens, à l'époque, était un marché qui était un peu poussiéreux. Et j'avais envie de changer les choses pour plein de raisons. J'ai toujours envie de le faire et c'est exactement ce que je fais tous les jours maintenant. Mais à cette époque-là, en 2011, il y avait très peu de choses qui se passaient dans l'immobilier. Et j'étais venu avec plein d'idées, avec plein d'énergie et j'ai créé une entreprise qui a eu un certain succès. Donc ça fait maintenant le 5e épisode, ça fait la 5e semaine que je raconte chaque semaine, le jeudi soir à 17h30, une partie justement de cette histoire. Pour quelle raison? C'est très simple. C'est l'histoire d'un entrepreneur, la mienne, c'est ma vie, qui a duré, dans cette époque 2011-2015, une petite période en réalité, mais qui a changé énormément de choses. D'abord dans ma vie, mais dans la vie de l'immobilier en général. Il y a eu des hauts et des bas, des très très gros succès, un chiffre d'affaires énorme qui a été créé à l'époque. On faisait 4 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Il y avait 1800 négociateurs qui travaillaient dans toute la France. J'ai créé ça de mes mains et il y a eu des très hauts et des très bas. Et j'ai envie de raconter cette histoire pour plusieurs raisons. Parce que j'ai envie d'abord de me rappeler de ça. J'ai envie d'en écrire un livre. D'ailleurs, c'est enregistré. En fait, le livre, je suis en train de l'écrire. Salut à ceux qui me suivent sur Insta. Ce livre, en fait, je suis en train de l'écrire en temps réel. C'est-à-dire, au lieu de l'écrire à la main, je l'écris à l'oral et quelqu'un va le retranscrire en bouquin plus tard. J'ai envie de laisser une trace sur cette histoire, mais surtout, peut-être d'inspirer des entrepreneurs à créer aussi des concepts comme le mien et surtout à éviter les erreurs que j'ai faites. Parce qu'en réalité, quand on est un entrepreneur, je le suis depuis l'âge de 16 ans, j'ai fait que travailler à mon compte depuis toute ma vie en fait. Et chaque fois qu'on crée quelque chose, chaque fois qu'on essaye d'avancer quelque part, on fait des erreurs tout le temps, mais à chaque fois on avance et on apprend de ses erreurs. Mais plus on apprend de ses erreurs, plus on augmente dans la prochaine société ou dans le prochain concept qu'on est en train de créer. Mais à chaque fois qu'on avance, on en fait des nouvelles erreurs et à chaque fois des erreurs plus grosses parce que le risque est plus grand, parce que la société qu'on a réussi à créer en apprenant de nos erreurs devient de plus en plus grande. Et plus on grossit, plus on devient fragile parce qu'à chaque fois, en fait, on fait face à des nouveaux problèmes qu'on n'avait pas auparavant. Parce que les problèmes qu'on avait auparavant, on a réussi à les surmonter et on a réussi à trouver des solutions, mais à chaque fois, on arrive à devancer les problèmes et à trouver des solutions et qui nous emmènent à chaque fois un tout petit peu plus loin. Et donc, BIM.com a été un très très gros succès de mon point de vue. C'est une très très grande fierté d'avoir créé ça. Et j'ai envie aussi d'apporter... aujourd'hui, il s'est passé beaucoup d'années depuis que j'ai fermé cette société en 2015. Il s'est passé beaucoup de choses et j'avais envie de raconter cette histoire en la regardant en arrière. Euh, en la regardant en arrière, il y a des gens qui m'appellent alors que je suis en plein live. J'avais envie de raconter cette histoire en regardant en arrière, en fait, en essayant de la regarder comme une étude des cas, comme moi, mais de l'extérieur, en essayant d'étudier toutes les erreurs que j'ai faites et essayer de les expliquer. Bien sûr, moi, j'y ai beaucoup réfléchi depuis et j'ai tiré énormément de conclusions. Et bien sûr, c'est pas parce qu'on ferme une société qu'on s'arrête d'entreprendre. Depuis, j'ai fait encore plein de choses. Mais toutes les erreurs que j'ai pu faire à l'époque et toutes les solutions que j'ai pu trouver pour surmonter ces erreurs, aujourd'hui, j'essaye de les enseigner à d'autres entrepreneurs. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai envie de raconter cette histoire. Donc aujourd'hui, on est dans le 5e épisode. Alors j'ai eu une journée déjà assez éreintante aujourd'hui, entre le B-Morning ce matin, le salon des entrepreneurs, quelques rendez-vous importants
autour de mon business et un petit déjeuner et un déjeuner un peu arrosé, parce qu'on voulait fêter des trucs. Donc aujourd'hui, je suis un peu fatigué, mais je vais quand même continuer à faire bien sûr ce que j'ai décidé de faire il y a 5 semaines de cela. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une période entre 2012 et 2013. Alors je vous conseille d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi les autres épisodes, ok, bien sûr ils sont tous liés les uns aux autres, c'est la suite à chaque fois, mais vous pouvez revoir les replays, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Apple Podcast ou sur notre chaîne de podcast en Spreaker. Il y a toute l'intégralité des épisodes, vous pouvez tout regarder en arrière. Nous sommes au 5e. Et ça dure à peu près à chaque fois entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures les épisodes. Donc prenez des pop-corn, une bonne bière à la main, un verre de vin. Et en général, les histoires, elles sont normalement passionnantes. C'est ce que les gens m'ont dit. En tout cas, merci à tous ceux qui écoutent l'histoire. C'est fait pour vous, en fait, parce que l'histoire, je la connais. J'espère juste inspirer des gens. Voilà, c'est tout. Donc voilà, l'histoire se passe entre une période entre 2012 et 2013. On avait déjà à peu près 150 négociateurs. La société a été créée le 7 mars 2011. Il s'est passé un an et demi où déjà on travaille comme des malades mentaux en fait. On avait fait très peu de chiffre d'affaires la première année, à peine 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et on a commencé à se développer. En fait, chaque négociateur amène un autre négociateur qui amène un autre négociateur. Et de 0 négociateur le 7 mars 2011, on se trouve à peu près entre 90 et 150 négociateurs qui travaillent déjà dans le réseau, un peu partout en France. Donc la société commence à avancer comme il le faut. Il y a un moment donné, dans l'agence dans laquelle tout avait commencé, au 97 boulevard Soult, dans le 12e, on était déjà à peu près une quinzaine de salariés. Il y avait déjà autour de l'agence à peu près entre 30 et 45 négociateurs qui évoluaient et le reste des négociateurs étaient un peu partout éparpillés en France. Et les choses avançaient très très bien, ça marchait très très bien, mais le travail se faisait dans une petite agence immobilière au 97 boulevard Soult où il y avait très peu d'espace pour bosser parce que les salariés au sein de la société qui s'occupait de l'administratif, de la communication et pas mal de choses. On était tous les uns sur les autres. Je ne pensais pas qu'on allait évoluer et grandir aussi vite. Et les 45 négos qui étaient autour de notre secteur, enfin Paris, région parisienne, venaient pratiquement tous les jours, tout le temps dans l'agence. Et comme tout mon concept était basé sur de la formation à distance, travailler dans l'agence avec beaucoup de monde qui venait tous les jours, c'était difficile. Et pour les salariés qui étaient occupés à faire des choses, des tâches administratives ou de communication, il y avait pas mal de choses qui étaient un peu confidentielles sur des futurs lancements, des futurs projets, etc. Et tous les jours, tout le temps, tout le monde voulait parler avec nous. Et j'avais vraiment du mal à gérer les négociateurs qui voulaient venir me parler physiquement et d'autres négociateurs avec qui on devait travailler et former à distance dans toute la France. Donc, il y avait une sorte de décalage entre les formations que je faisais en présentiel, parce que les négociateurs voulaient venir, donc on faisait beaucoup de formations sur place dans l'agence, et les négociateurs qu'on suivait en vidéoconférence. Et il y avait une sorte de privilège d'être à Paris, parce que les négociateurs qui étaient à Paris avaient beaucoup de contacts avec moi. Ils venaient très souvent, on buvait souvent des cafés, on faisait souvent des formations présentielles au sein de l'agence. Il y avait une sorte d'ambiance qui était vraiment différente par rapport à tout ce qui se passait avec les négociateurs en extérieur de l'agence, donc dans toute la France. Et à cette époque-là, je travaillais avec une petite équipe d'une dizaine de négociateurs que j'avais formés depuis le départ, depuis le premier jour, qui étaient très très proches de moi et que je formais moi-même. Tout le temps, j'étais physiquement en face d'eux et on se voyait pratiquement tous les jours. Je donnais beaucoup d'énergie avec ces gens-là et je continuais bien sûr à former les gens à distance parce que tout était basé sur la formation en vidéoconférence et en direct. Et il y avait tout un système qui était déjà mis en place. Mais à cette époque-là, en 2012-2013, et il s'est passé quelque chose avec un des négociateurs qui était dans l'agence. Il a juste fait la plus grosse des conneries qu'un négociateur puisse faire. Il a tout simplement menti à un client, acheteur, qui a au final porté plainte à la DGCCRF sur une méthode de travail qui était propre à moi, qui était censée être un peu confidentielle, une sorte de façon, une méthode de travail que je ne vais pas maintenant raconter du tout parce que ça fait partie d'une formation qui touche au Mandao. Donc je ne sais pas si vous connaissez le Mandao, mais justement c'est le sujet d'aujourd'hui un tout petit peu, mais
Tout a commencé, l'histoire du Mandao a commencé avec un gars, un petit jeune, qui était débutant dans l'immobilier, qui n'avait pas tout compris à ce que j'expliquais sur ma méthode de travail. Et à cette époque-là, le Mandao n'existait pas. Euh, il avait juste fait une énorme erreur. Donc, je raconte pas ça aujourd'hui parce que la formation, le sujet, enfin cette histoire en fait sur le Mandao prend en elle-même juste 3 ou 4 heures d'histoire. J'ai pas envie de la raconter maintenant. Ça fait partie aussi de ma formation sur le Mandao et comment je l'ai créé. Donc, je vais pas raconter ça maintenant, mais tout a commencé avec ce petit jeune homme-là. Ce petit jeune homme a fait une énorme connerie qui a engendré un contrôle de la DGCCRF. Alors la DGCCRF, à l'époque, c'était, enfin ça l'est toujours, ce sont ceux qui vérifient que tout se passe bien dans les agences immobilières ou dans n'importe quel commerce, qui vérifient que tout est en règle, que ce soit les sociétés, la fraude, etc., qu'il n'y ait pas d'erreur. Et nous, on avait fait une grave erreur, le négociateur a fait une grave erreur, et bien sûr, ça tombe sur le responsable de l'agence, le directeur, le fondateur et le détenteur de la carte. Et donc d'un coup, on reçoit, alors on ne sait pas ce qui se passe, hein, le négociateur a fait une erreur, il nous l'a pas dit, et au final, on se retrouve avec un contrôle de la DGCCRF, c'est-à-dire un grand mail bien énervé de la part de la responsable de la DGCCRF à l'époque. On reçoit une lettre recommandée et une convocation au siège de la DGCCRF à Paris. Donc, pour nous, ça représente un grand coup de massue. On ne sait pas ce qui se passe, on sait qu'on a un contrôle, on sait que c'était une dénonciation, on sait que c'était une plainte, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, quand on a un contrôle pareil, il y a deux issues. C'est où on est en tort, mais on nous tape sur les doigts, on nous dit attention messieurs, c'est grave, mais c'est pas si grave que ça, vous corrigez et on oublie. Ou c'est quelque chose de très très grave et on nous enlève la carte professionnelle, on ferme la société, c'est la faillite. Et on ne savait pas exactement où ça allait nous emmener. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on avait un gros problème. Et il fallait absolument se préparer. Maintenant, dans la convocation, il se passe quoi? On nous dit, venez avec tous les mandats que vous avez, parce qu'on va contrôler vos mandats, votre registre de mandats, les publications que vous avez faites, parce que vous êtes accusé de publicité mensongère. Donc, à cette époque-là, on avait déjà à peu près 150 négociateurs, on faisait un très bon chiffre d'affaires, ça commençait à se développer, on était dans la deuxième année. Mais la deuxième année, c'est pas genre on est dans la deuxième année, tout marche normalement, on est dans une routine. On est dans une création d'entreprise. On est juste dans le moment le plus fragile d'une boîte où c'est l'éducation du marché à une nouvelle activité, une nouvelle entreprise avec une nouvelle marque. Mais on était déjà imposant sur le marché. On avait, comme je vous l'ai dit au départ, on était entre 90 et une centaine de négociateurs. Ça faisait déjà du bruit. On avait à peu près entre 700 et 1200 mandats en ligne. Ça faisait beaucoup de mandats et beaucoup de travail. Moi, personnellement, je travaillais comme un dingue. Je travaillais vraiment comme un fou. Matin, midi et soir, c'était le b-morning le matin, les formations l'après-midi, le recrutement une fois par semaine, le travail en communication, les investissements en publicité, les articles, enfin des tonnes de choses qui se passaient tout au long de la journée. Tous les jours, je rentrais à la maison, j'étais tout simplement éreinté. J'avais pas le temps pour absolument rien, ni pour ma famille, ni pour rien, ni pour du sport, ni rien du tout. J'étais juste dans le travail tous les jours, tout le temps. Et d'un coup, on a ce contrôle qui vient changer toute la donne. Parce que d'un coup, on a un doute énorme sur tout ce qui va se passer. C'est comme si que quelqu'un nous avait mis pause. Et ce contrôle, il devait se faire dans 3 mois. On nous donne une date, c'est dans 3 mois. Et nous, on n'a pas voulu que ça se passe dans 3 mois, c'était trop long. On a tout fait pour accélérer le mouvement, pour leur dire non, madame, on a envie de régler les choses tout de suite. On a essayé d'accélérer le mouvement et de faire ça le plus rapidement possible. Et donc, ça s'est raccourci en un mois. Mais pendant un mois, on était dans le stress. Le plus infernal, c'est est-ce qu'on continue avec la boîte ou on va la fermer, tout simplement. Et une boîte, comme je vous ai raconté un peu dans les derniers épisodes, dans lesquels on dort pas beaucoup, on travaille comme des fous, et la seule chose qu'on mangeait pendant à peu près un an et demi, c'était du couscous au beurre. On n'avait vraiment pas envie qu'un négociateur nous mette en péril cette entreprise. Et donc, on ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas quelle était l'erreur, on essaie de creuser, on ne sait pas. Mais on arrive justement à ce contrôle de la DGCCRF, et il se passe à peu près 4 à 5 heures de contrôle. Et c'est à la fin, et je ne vais pas raconter le détail ici maintenant, mais c'est à la fin de ce contrôle, et c'est grâce à ce contrôle qui était au départ basé sur une grave erreur commerciale d'un négociateur, qui au final m'est venue l'idée de créer le Mandao. Maintenant, le Mandao, c'est pas un simple document, c'est un changement radical d'une méthode de travail
que toutes les agences immobilières ont. C'est simple. Une agence immobilière qui ne connaît pas le Mandao, qui du jour au lendemain utilise le Mandao, change complètement le marché autour d'elle. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Maintenant, l'histoire, je ne vais pas vous raconter comment j'ai créé le Mandao, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vais vous raconter la période au moment où j'ai décidé de le lancer. Le Mandao n'est pas un simple document, c'est un mandat dans lequel un agent immobilier est obligé de prendre des mandats pour aller vendre un bien, c'est-à-dire c'est un contrat entre le vendeur et le négociateur. Et dans ce mandat-là, le Mandao, qui est totalement unique en son genre dans le monde, il n'y a pas de prix dessus. Et le fait de ce document, qui est la base de tout le métier d'agent immobilier, de négociateur immobilier, et dans tous les mandats qui existent en France, parce que toutes les agences immobilières et chaque négociateur immobilier en France font signer des mandats pour mettre un bien en vente, dans tous les mandats qui existent en France, il y a toujours le prix de vente. Et le Mandao, c'est le seul mandat où il n'y a pas de prix de vente sur le mandat. Ça veut dire aussi que le négociateur, il peut baisser, augmenter le prix quand il le veut. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du Mandao, mais c'est ce que j'ai créé, c'est ce que j'ai inventé en 2012. Il s'est passé énormément de temps entre le moment où l'idée est née, grâce à la DGCRF, enfin grâce ou à cause de la DGCRF, et au moment où j'ai lancé. Il s'est passé à peu près 3 à 6 mois entre le moment où l'idée est née jusqu'au moment où ça devienne une grande révolution. Maintenant, à ce stade-là, je suis en train de créer le Mandao et je sais que j'ai entre mes mains une bombe à retardement. Je sais que si je lance ce truc-là, toute la profession immobilière, tous les agents immobiliers vont devenir fous. Je sais aussi que si je lance ce produit-là qui n'existait pas, je savais aussi que je vais me faire des ennemis sur la planète. Je le savais. Mais je ne savais pas à combien. Je savais que j'étais en train de changer complètement la donne. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés de comprendre ce que c'est que le Mandao, pour ceux qui sont un peu dans l'immobilier, je vous conseille d'aller sur le site internet et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo juste après le live. Vous allez sur le site mandao.expert, M-A-N-D-A-O.expert et vous allez comprendre un tout petit peu comment ça fonctionne, il y a quelques vidéos là-bas, mais après, il faudra faire des formations pour l'utiliser. Mais à cette époque-là, personne ne savait ce que c'était et moi-même, c'était tout neuf pour moi, vu que je venais de les créer. Mais je savais qu'il y allait avoir excusez-moi, il y allait avoir un avant et un après le Mandao. Et je ne savais pas vraiment comment l'aborder sur le marché, je ne savais pas vraiment, mais moi, ma seule façon de fonctionner pour développer mon business, c'est un peu de choquer, en fait, c'est d'essayer de faire, comme on appelle ça aujourd'hui, le buzz, et d'essayer de faire, d'être le plus provocateur possible. Et donc, à cette époque-là, je savais que j'étais déjà avec ma société en train de changer complètement l'immobilier. Je recrutais à tour de bras. Chaque semaine, on recrutait 15 à 20 négociateurs. Ça allait très très vite. On communiquait dans tous les sens. On utilisait Facebook et YouTube à fond. On utilisait Facebook, YouTube et Twitter comme des malades mentaux, alors que les autres réseaux immobiliers, les autres agences immobilières ne savaient même pas ce que c'était encore. Et moi, j'étais à fond dans la communication. Et donc, partout, on parlait de nous, des BIMeurs, on parlait des négociateurs, du réseau, et on parlait de notre façon de communiquer qui était vraiment décalée. Et on embêtait tout le monde. Mais à ce moment-là, j'ai décidé pas d'embêter tout le monde, j'ai décidé de rendre fou tout le monde. Et donc, je fais quelque chose qui n'était pas du tout, disons, bien vu à l'époque. Et je décide, en fait, d'annoncer à toutes les agences immobilières de France que moi, Daniel Nadjar, a décidé de révolutionner ce métier. Et je l'ai fait avec une très grande arrogance. Je ne regrette pas du tout mon coup de pub que j'ai fait à l'époque, mais ce coup de pub a failli me coûter très très cher et ça m'a coûté un peu, ça a risqué de me coûter ma vie. Ou presque en fait. Et je ne savais pas en fait qu'un simple message sur Facebook allait peut-être changer la face du monde et qui a fait vraiment des ravages en bien. En tout cas, pour moi, ça a fait plein de choses positives. Pour nos négociateurs aussi, ça a tout simplement doublé le chiffre d'affaires en quelques semaines. Mais ça a rendu fou les agences immobilières. Et donc, qu'est-ce que je décide de faire? À l'époque, les groupes sur Facebook commençaient déjà à se créer. Il y avait pas mal de discussions autour des groupes. Et moi, j'en avais pas créé à l'époque. Mais par contre, il y avait 2-3 groupes dans l'immobilier
qui était créé par un gars qui n'était pas du tout dans l'immobilier. Ce groupe existe toujours aujourd'hui. Et ce groupe, c'est l'immobilier notre métier. Alors pour ceux qui sont dans l'immobilier, je vous conseille d'aller dans ce groupe, c'est sympa. On n'apprend pas grand-chose, mais on discute avec d'autres négociateurs. Mais ceux qui sont dans l'immobilier, je vous invite aussi à rejoindre notre groupe IBS Formation et Coaching. C'est un groupe privé aussi, il faut rentrer. Le principe, c'est de s'entraider tout le temps. Et dans ce groupe, c'était pas du tout l'entraide, c'était plutôt les professionnels. Il y avait à l'époque à peu près 6000 professionnels qui étaient dans ce groupe. Donc, c'est 6000 professionnels, donc agents immobiliers, qui étaient dans ce groupe. Et moi, j'étais dans ce groupe aussi. Et en général, dans ce groupe, personne ne s'attaquait mutuellement. Ce n'était pas l'état d'esprit du groupe. Chacun essayait de parler juridiquement sur un sujet qu'il maîtrisait. Chacun un peu se la racontait. Nous, on est les meilleurs dans ci, nous, les meilleurs dans ça. À chaque fois qu'on donnait une petite info, tout le monde commençait à commenter l'info de chacun. Oui, mais de mon point de vue, c'est pas comme ça. De mon point de vue, c'est comme ça. Et c'était comme ça tout le temps dans ce groupe. Et moi, j'étais totalement désintéressé du groupe. Il ne m'intéressait pas du tout. Mais de l'autre côté, je savais que ce groupe avait une certaine influence. C'est-à-dire que si jamais je mettais un message là-bas qui pouvait choquer tout le monde, ça pouvait tout de suite, en quelques secondes, changer. Ou alors, bien sûr, le message, il passe comme si rien n'était, ou ça fait une bombe, en fait. Et l'effet bombe, je ne savais pas combien il était réel. Et il y avait, encore une fois, il y avait 6000 membres dans ce groupe. Et tous des agents immobiliers, donc des patrons d'agence, des directeurs de réseau, etc. Et à l'époque, il fonctionnait beaucoup, ce groupe. Et je décide de mettre un message tout simple. Et ce message, il était, il n'est pas très long. Il n'était pas très long. Le message, c'était bonjour à tous, ou un truc comme ça. Bien sûr, je dis bonjour à tout le monde. Et je leur dis, c'est simple, j'ai décidé de révolutionner le métier de l'immobilier. Alors, j'ai bien sûr dit je parlais de je. Et je leur ai dit, j'ai créé le mandat haut, le seul et unique mandat sans prix. Et c'est une révolution dans le marché immobilier. Ça sort bientôt, un truc comme ça. Et ça, c'est un message qui a été lancé sur ce groupe vers 2012, un truc comme ça, novembre 2012. Et j'avais pas encore lancé le mandat haut. Il était encore en révision, il était encore en phase de test chez nous. Alors quand je dis phase de test, c'est un simple document, mais on avait commencé à démarcher des vendeurs, à leur faire signer, etc. On voyait comment comment c'était accepté par le marché. Mais aussi, on a eu beaucoup d'allers-retours avec la DGCRF qui, au final, nous a validé le mandat haut. Mais à cette époque-là, les gens ne savaient pas tout ça. Et personne n'avait entendu parler de ça. Bien sûr, c'était tout neuf. Et tous mes négociateurs, à Paris ou en France, commençaient à l'utiliser. Et je savais que les retours étaient géniaux et je savais aussi comment ça pouvait rendre fou les gens. Parce qu'en fait, pour résumer très simplement ce que c'est que le mandat haut, pour ceux qui ne le connaissent pas, si jamais je suis négociateur dans une agence traditionnelle et je n'utilise pas le mandat haut, et que je tombe sur un vendeur qui vend son bien à 400 000, et que je décide de prendre le mandat à 400 000 avec ma commission dessus ou dedans, peu importe, et donc je décide de vendre ce bien à 400 000 en publicité, imaginons qu'un autre négociateur qui utilise le mandat haut prend le même mandat, donc avec le même vendeur à 400 000, après une semaine, si jamais il n'y a aucun appel sur un des deux biens, notre négociateur, qui était à 400 000 euros au départ, lui pourrait le baisser tout de suite à 390 000 euros sans poser la question au propriétaire. Et tout de suite, il va baisser de 10 000 euros sans avenant, sans rien, juste comme ça, parce que le négociateur a décidé de baisser le prix. Cette façon de travailler, en fait, c'est simple, du jour au lendemain, ça a révolutionné toute notre méthode de travail. Et bien sûr, on était toujours les premiers dans les annonces. Et donc, les appels de tous les annonces de tous les acquéreurs passaient par nos négociateurs et pas par ceux de nos concurrents. Mais à cette époque-là, lorsque je mets ce message sur Facebook, je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. C'est simple, après quelques secondes, je ne parle même pas de minutes, ni de jours, ni d'heures, après quelques secondes, je suis devenu, moi personnellement, l'ennemi public numéro 1 de tout le marché immobilier français. En quelques secondes, on m'a traité de tous les noms. On m'a traité de truand, d'arnaqueur, de voleur, de charlatan, de tout ce que vous voulez. Et pendant quelques jours, voire une semaine ou deux, c'est simple, dans ce groupe, on parlait que de moi et on parlait que de mon entreprise et on parlait que de mes négociateurs et on parlait que du mandat haut du matin au soir. Et on a été insulté par
tous les professionnels de l'immobilier qui existaient. Dans le groupe, les gens étaient tellement virulents à propos de ce sujet, ils insultaient tellement dans tous les sens que le modérateur de groupe devait exclure des gens. Et moi, je répondais pas. Je répondais pas parce que ça m'amusait en fait. Ça m'amusait de voir les gens qui s'énervaient, qui m'insultaient, etc., etc. Ça m'amusait au départ, mais à un moment donné, ça m'amusait plus parce que ça allait tellement, tellement loin. Je me disais jusqu'à où ça va aller. Et il y a des gens qui me disaient, on va vous attaquer, on va vous faire perdre votre société, etc. Et d'un coup, je voyais qu'il y avait une sorte de détresse envers mon associé, envers mes salariés, envers tout le monde. Et je voyais que au départ, c'était pour rigoler ce message, qui était un message pour générer le buzz. C'est devenu vite fait des attaques personnelles et c'est devenu vite fait un truc tellement énorme que c'était incontrôlable. Mais à ce moment-là, je me rappelle d'une phrase que j'avais lue. Et c'est à ce moment-là que ça a un peu calmé le jeu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un écrivain qui s'appelle Arthur Schopenhauer qui avait lancé une phrase en 1788. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte, forte, forte opposition. Et puis, au final, elle devient une évidence. Et ces 3 étapes, en fait, je les ai vécues. Au départ, les premières semaines, c'est simple. Les premières secondes, c'était mais non, ça n'existe pas, ça marchera jamais. Ça, c'était le cas à chaque fois que je parlais de BIM.com, à chaque fois que je disais que j'allais proposer 80% et le 100% en négociateur. Ça, j'en ai parlé dans les derniers épisodes. Mais là, c'est encore pire. J'étais en train de dire, voilà, il y a une révolution qui va arriver. C'est moi qui est en train de la mener, cette révolution. Et les gens disent, mais arrête de raconter des salades, un mandat à ce prix, ça n'existe pas, etc., etc. C'est les premières secondes. Et après les premières secondes où quand j'avais un responsable de communication qui parlait sur les réseaux sociaux à ma place et qui disait non, c'est la vérité, c'est ce qui va se passer, c'est un vrai document, on rigole pas, c'est en train de sortir, ça va être lancé, etc., etc. Et à ce moment-là, les gens disent mais non, ça peut pas exister, jamais de la vie. Et on disait oui, on a un avocat qui s'occupe de ça, on a le contrôle de la DCRF qui nous a validé le mandat. Et d'un coup, au départ, c'était genre ridicule pour eux, ça existera jamais. Et d'un coup, ça devient sérieux pour eux. Et ça devient tellement sérieux qu'ils commençaient à avoir peur. Et les gens ont commencé à avoir une peur tellement énorme qu'ils se disaient si jamais ça arrive sur le marché, ça va tuer le marché. On ne veut pas que ça arrive sur le marché, surtout pas, il ne faut pas que ça arrive sur le marché. Et donc, ils voulaient tuer le bébé dans l'œuf. Parce qu'ils savaient, et d'après ce que j'essayais d'expliquer aux gens, d'après ce que je mettais moi-même sur mon profil, sur Facebook, ce qu'on expliquait sur le terrain, les gens comprenaient en fait qu'on était en train de créer une concurrence énorme pour eux et ils n'allaient pas pouvoir s'en sortir si nous on le menait. Et donc l'opposition, elle était devenue tellement énorme. À un moment donné, ça me faisait peur parce que je me dis, j'ai pas créé toute mon entreprise, ma société ou même le Mandao pour qu'après 1 an à peine, tout explose. Donc j'ai décidé de faire quelque chose et à un moment donné, en fait, on s'est retrouvés au bureau, mon associé et moi, et je lui ai dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose avant que ça explose. Et l'explosion, ça voulait dire aussi, d'abord, plus d'attaques personnelles déjà, mais en fait, ils ne se sont pas limités à ça, les gens. Ce qui s'était passé, c'est que au départ, c'était que sur le groupe, donc les gens critiquaient sur le groupe, mais après, vite fait, c'est devenu autre chose. Les gens, ils ont commencé à nous attaquer. Donc, ils nous attaquaient comment? Il y a plein de professionnels qui regardaient toutes nos annonces qui étaient sur SoLoger ou sur Le Bon Coin ou Explorimo ou Logiquimo. Ils regardaient toutes nos annonces et ils allaient nous dénoncer à la DGCCRF. Et la DGCCRF nous appelait en nous disant oui, j'ai reçu encore une plainte, oui, j'ai reçu encore une plainte, oui, j'ai reçu encore une plainte. Et nous, on commençait à stresser parce qu'on ne voulait pas non plus que la DGCCRF, et il y avait une personne vraiment spécifique là-bas qui s'occupait de nous, d'ailleurs son nom est sur le site mandao.expert, allez le visiter, vous allez voir. Et on ne voulait pas que ça se retourne contre nous, parce que tout le travail qu'on avait fait en amont, avec l'investissement énorme que j'ai mis, que ce soit en création ou même en argent, en investissement dans les avocats, pour vérifier que tout se passe bien et qu'on respecte la loi, les gens s'en foutaient en fait. La seule chose qu'ils ne voulaient pas, c'est que ce genre de produit existe. Et donc, après beaucoup d'heures de brainstorming, j'ai une idée et j'ai dit, au lieu de dire qu'on fait une révolution que pour nous, c'est-à-dire, au lieu de dire, voilà, Daniel, il fait une révolution, BIM.com fait une révolution, on va déchirer le marché, on va prendre toutes les parts de marché, parce que c'était l'axe de communication que j'avais pris au départ, j'ai lancé un autre message sur le groupe Facebook. Et à ce moment-là, tout a changé. Donc, ce message-là, ce post Facebook, pendant 3 mois, dans ce groupe, c'est devenu le post avec le plus haut trend. C'est-à-dire, on parlait que de ça du matin au soir.
Et en fait, ça s'est même pas arrêté là, parce que pendant cette époque, j'avais commencé à communiquer avec des journalistes, et il y a plein de blogueurs qui évoluaient à cette époque-là, et tout le monde venait s'intéresser à moi, venait s'intéresser aux produits, aux Mandao, etc. Et d'un coup, il y avait des articles sur plein de blogs sur Internet. D'ailleurs, je vous conseille d'aller chercher sur Internet, par exemple, Daniel Nadjar ou Bim.com ou Mandao. Vous allez voir, il y a une tonne d'articles qui ont été écrits à l'époque. Et ça, juste rendu fou tout le monde. Avant même que ça sorte, en fait. Avant même que ça sorte, il y a des articles qui sont sortis qui rendaient fou complètement les agences. Et donc, à ce moment-là, sur le groupe, comme je voulais vraiment, vraiment pas me créer autant d'ennemis que ça, parce que 6000 agences immobilières qui sont des ennemis, ça peut être trop dangereux pour moi. Et donc, j'ai décidé de faire quelque chose qui, aujourd'hui encore, on est 5 ans plus tard, je pense que c'était la meilleure idée que j'ai pu avoir à cette époque-là. Et j'ai dit, voilà, au lieu de gueuler, au lieu de m'insulter, au lieu de vous énerver, regardez ce que je vais faire. Non seulement je vais le lancer, ce truc, non seulement je vais en faire une grande révolution, mais en plus, je vais vous aider à vous, les agences. Au lieu de le garder pour moi, je vais créer un site internet spécial dans lequel vous allez pouvoir télécharger le Mandao, dans lequel vous allez pouvoir le personnaliser, dans ce site, vous allez pouvoir créer un compte, vous allez pouvoir mettre votre logo dessus, vous allez pouvoir le diffuser à tous vos négociateurs, et vous allez même recevoir des formations de ma part sur comment l'utiliser, comment démarcher, comment prospecter, comment surmonter toutes les objections qui étaient sur le terrain. Et tout ça, c'est gratuit. J'avais créé un site internet mandao.fr à l'époque, ou .com, je ne me rappelle plus. Ce site n'existe plus. Aujourd'hui, j'ai complètement changé ma méthode de travail. Mais à cette époque-là, j'ai dit aux gens, c'est gratuit. Je vais tout vous donner gratuitement. Je vais tout vous dire, je vais vous former, je vais vous expliquer. Parce que je pars du principe que si jamais ce que je fais c'est bon, ça devrait être bon pour tout le monde. Et donc j'ai envie que l'immobilier change, l'immobilier bouge, et donc je vous donne tout gratuit. Et donc si vous avez des questions, au lieu de me crier dessus, venez à une réunion d'information que je fais en vidéoconférence, tel jour, telle date, et c'était donné pour être dans un mois. Et je leur ai dit, voilà, je fais une formation gratuite à tous ceux qui veulent écouter. Et si vous avez des questions à me poser, venez me les poser en direct au lieu de m'insulter. Si vous avez des doutes sur sur la législation, d'un point de vue juridique, c'est légal ou pas, etc. Vous voulez tout savoir là-dessus, venez en vidéoconférence, vous me posez des questions en direct. Et je vous répondrai en direct. Vous pouvez tout enregistrer, vous pouvez faire des copies d'écran tant que vous voulez, vous pouvez me citer, faites ce que vous voulez. Venez, on en parle. Et donc, le jour où j'ai lancé cette date avec un lien public pour tout le monde pour venir y assister, à l'époque, je vous rappelle, il n'y avait pas de Facebook Live, il n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui pour communiquer, il y avait les groupes, il y avait les pages Facebook, point, basta. Et donc le live n'existait pas, et à part les vidéoconférences, il n'y avait pas grand-chose. Donc je ne pouvais pas faire de la communication aussi intensive, à part à l'écrit, que je le fais maintenant. Par exemple, en ce moment même, je suis en direct sur Instagram, en ce moment même, je suis en direct sur une page Facebook et un groupe, et demain, ce sera sur YouTube, et demain, ce sera en podcast aussi. Donc, je ne pouvais pas parler aussi librement avec tout le monde, avec une aussi grande facilité que j'ai maintenant. Mais à cette époque-là, il fallait passer beaucoup par l'écrit. Et l'écrit, en fait, quand on écrit une phrase, c'est une révolution, des fois, les gens prenaient ça comme une insulte. Ouais, toi, tu révolutionnes, mais pour qui tu te prends que tu révolutionnes? Tu viens d'apparaître sur le marché immobilier français, et d'un coup, tu veux révolutionner le métier qui existe depuis 70 ans. Et donc, les gens étaient vexés de ça. Et donc, j'aurais dit, arrêtez de vous vexer. Juste, au lieu de gueuler, venez apprendre. Venez apprendre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est capable de vous enseigner quelque chose, vous ne savez pas. Et donc, j'ai lancé cette date, et depuis que j'ai lancé, tout le monde s'est calmé. Tout le monde s'est calmé, maintenant, la tendance a changé. Au lieu qu'ils étaient dans la ridiculisation du projet, au lieu d'être en opposition, ils sont mis en attente de cette date précise. Cette date précise, elle a fait fureur en fait. La salle a été compte parce que à l'époque, j'avais la possibilité de faire des réunions d'information à un maximum 100 personnes. J'ai dû, pendant l'espace d'un mois, d'augmenter le nombre de places en payant un peu plus d'argent à mon fournisseur de logiciels. Et il y avait à peu près 300 personnes qui étaient connectées en temps réel dans cette réunion d'information qui était la première sur le sujet. Donc j'avais jamais fait le sujet, j'avais jamais présenté le sujet, mais pourtant j'avais 300 personnes qui venaient écouter en vidéoconférence ce que j'avais à dire. C'est simple, la vidéoconférence passe, il y a énormément de personnes qui sont connectées. Pendant à peu près 2 heures, il n'y a pratiquement aucune question. Au départ, les gens gueulaient quand est-ce que ça commence, etc. Mais il n'y avait pas beaucoup de questions. À la fin, les gens ont dit bon, c'est génial, bon, en fin de compte, truc, oui, mais comment vous avez vérifié, etc. Il y avait des petites questions comme ça, ici et là. Mais le lendemain, les choses ont changé.
toutes les personnes qui ont participé à cette réunion sont retournées bien sûr sur le groupe Facebook et ils ont commencé à prendre la défense du Mandao. Quand? Parce que pendant cette présentation, je leur ai dit, voilà, le site est lancé, vous pouvez venir vous connecter tout de suite, vous pouvez lire tous les documents, vous pouvez utiliser le document tel que vous voulez. Je leur ai fait une formation, une explication et en plus une plateforme pour pouvoir leur enlever tous les doutes possibles et imaginables. Maintenant, l'idée que j'avais derrière la tête aussi, c'était que quand je diffuse ce produit enfin, cette méthode de travail qui était totalement nouvelle pour la majorité des gens, alors que c'était ma méthode de travail depuis le premier jour où j'ai travaillé dans l'immobilier, pour eux, c'était nouveau de travailler sans le prix et pouvoir changer le prix quand on voulait. Et ces gens-là, qui étaient au départ contre, sont devenus les premiers fédérateurs autour de ce produit, autour de ce Mandao, et tous ceux qui étaient privilégiés et qui avaient assisté à cette première présentation ont téléchargé le Mandao, se sont connectés, et en quelques jours, parce que chaque semaine, au final, pendant à peu près 3 mois, j'ai fait des vidéoconférences gratuites à toutes les agences immobilières de France. Une fois par semaine, c'était le mercredi, je faisais une présentation pour le Mandao, et toutes les semaines, c'était rempli à bâbord. 100, 150, 200 personnes qui venaient écouter ce que c'était que le Mandao, y compris, mais bien sûr, nos négociateurs, etc. Et d'un coup, c'est devenu notre arme fatale. Très peu de personnes au départ, enfin beaucoup de personnes au départ nous détestaient et d'un coup tout le monde était pour. Et très peu de personnes ne pouvaient plus, enfin il y avait encore une fois toujours il y a une petite minorité comme ça de personnes qui ont décidé qu'ils vont se battre contre. Et bien sûr je me rappelle de 2 personnes, je ne vais pas citer les noms aujourd'hui mais je vous conseille, si vous êtes un peu curieux, vous allez dans ce groupe L'immobilier est notre métier et vous descendez dans l'historique. Vous descendez, et il y a 2 personnes qui ont décidé pendant des mois, des années, et il y a 2 mois, une des personnes a encore une fois venu me critiquer parce que j'avais posté quelque chose en rapport avec le Mandao. Il a toujours pas lâché l'affaire. Mais c'est des personnes que je connais ni d'Adam ni d'Ève, qui sont, je sais pas ce qu'ils font dans la vie, ont décidé de ne pas lâcher l'affaire. Mais à part ces 2 personnes, aujourd'hui, il y a plus de 1200 agences immobilières qui utilisent le Mandao et il y a eu des milliers de ventes qui ont été faites avec ça. Maintenant, cette période, quand elle était finie, en fait, entre le brouhaha autour du Mandao et le moment où ça a commencé à devenir une évidence pour la majorité des personnes, et bien sûr tous nos négociateurs utilisaient que le Mandao, le marché a totalement changé pour nous et les ventes se sont accélérées. Parce que grâce au Mandao, il y a eu un avant et un après. Avant, comme dans toutes les agences immobilières jusqu'à aujourd'hui qui n'utilisent pas le Mandao, un mandat a une durée de vente de 6 mois. Avec le Mandao, on a une durée de vente entre 3 à 5 semaines. Entre le moment où on met la pub, au moment où on a des offres, on commence à avoir des visites d'une manière assez régulière, à la fin on a des offres. Et bien sûr, quand on est aussi rapide que ça sur le marché, bien sûr, on fait des ventes beaucoup plus rapides. Et à cette époque-là, d'abord, personne n'utilisait le Mandao, on était les seuls vu que je l'avais créé, et seulement ceux qui travaillaient dans ma boîte facilement arrivaient à rentrer des mandats, parce que j'étais tous les jours en train de les coacher et les former. Et donc, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un truc assez phénoménal, c'est que tous les négociateurs qui avaient écouté, parce que je faisais beaucoup de formations gratuites, beaucoup de réunions d'information gratuites. J'étais tout le temps en déplacement pour essayer d'apporter le maximum de savoir et de connaissances à d'autres négociateurs. Bien sûr, dans l'idée, c'est de les recruter au final qui viennent travailler chez BIM.com. Et donc, il s'est passé un truc, c'est que tous les négociateurs qui travaillent dans des réseaux concurrents, et les réseaux concurrents comme Capifrance, Optimum, etc., qui voulaient venir travailler chez nous, non, qui voulaient utiliser le Mandao. Donc ils sont tous venus participer aux réunions d'information, ils sont venus, ils ont écouté la formation et ils ont dit Monsieur Nadjar, on a envie d'utiliser, bah, prenez-le, allez créer un compte sur le site, téléchargez, faites signer les Mandao. Le problème, c'est qu'au moment où ils l'ont fait, ils ont tous créé des comptes sur le site, ils ont tous fait signer des Mandao à des acheteurs, à des vendeurs potentiels. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont demandé la validation du mandat auprès du siège, c'est-à-dire chez Capi ou chez Optimum, le siège ne voulait pas signer, ne voulait pas valider les mandats parce qu'ils disent non, c'est pas notre mandat, on veut pas travailler avec, etc. Et en fin de compte, les concurrents, à cette époque-là, je pense qu'ils ont fait la plus grosse des erreurs de leur vie, c'est de refuser de prendre les mandats que les négociateurs avaient signés. Et pourquoi? Parce que ce qui s'est passé était très simple en fait.
Tous les négociateurs qui étaient devenus accros au Mandao, parce qu'ils étaient persuadés que ça allait changer leur vie, ils ont dit à Capi et Optimum, parce qu'il s'est passé quelque chose juste après, ils leur ont dit, écoutez, on arrête de travailler chez vous, on va travailler chez BIM. Et c'est par centaines que des négociateurs sont venus travailler chez nous grâce au Mandao. Parce que notre outil était tellement puissant que les négociateurs ont dit si jamais Capi ne veut pas le prendre, on va arrêter de travailler chez Capi. Point à la ligne. Et donc, cette époque était phénoménale pour nous parce qu'on était 150 négociateurs et en quelques semaines, on est devenu 250, 300, 350. Tout simplement avec la vague Mandao. Maintenant, ce qui s'est passé aussi pendant cette période, en même temps, tout ça s'est venu en même temps, on s'est fait attaquer par tous les réseaux immobiliers français dont les négociateurs sont partis de chez eux pour venir bosser chez nous. Maintenant, à cette époque-là, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de communication. J'envoyais beaucoup de mails. Je faisais des réunions d'information toutes les semaines, le mardi soir à 17h30, toutes les semaines. Et toutes les semaines, je recrutais 15 à 20 négociateurs. Maintenant, la communication, elle était par mail, elle était sur les réseaux sociaux, elle était sur YouTube, elle était dans tous les sens. Vous pouvez aller aussi sur YouTube, par exemple. Vous pouvez aller chercher bim.com, chercher BIM et B2I2M, et vous allez voir des tonnes de vidéos sur la rémunération, sur les choses, comment on attirait à l'époque les négociateurs pour qu'ils viennent bosser chez nous. Et la communication telle que je la faisais, elle était une communication tout à fait... Alors, elle était décalée parce qu'on rigolait beaucoup, on faisait plein de trucs sympas et marrants, on faisait de la communication totalement bizarre, en tout cas surtout pas institutionnelle comme beaucoup d'agences le font ou beaucoup de réseaux le font. Et j'étais toujours dans le décalage jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je fais des choses en termes de communication qui emmerdent tout le monde, en fait. Je suis le seul, par exemple, à faire des vidéoconférences telles que je le fais, du live tel que je le fais, des formations en vidéoconférence live. Je suis le seul à faire le B-Morning aujourd'hui en France. Je suis le seul à me balader dans toute la France à faire des formations, du coaching, etc. Il y a plein de gens qui ne font pas ça. Ils sont juste derrière leur petit ordinateur à essayer de faire des petits trucs. Maintenant, chacun son truc, mais... à l'époque, ils étaient énormément jaloux de ce que je faisais et ça les énervait. Et donc, on a été attaqué par Capi, Optimum, IAD, Safety, propriété privée, dans tous les sens. Mais on a été attaqué sur quoi de débauchage déloyal. Et à ce moment-là, on avait deux énormes problèmes sur la tête. Deux énormes problèmes. D'un côté, on avait les attaques personnelles sur mon nom, sur ma personne, sur la société, comme quoi on est des truands, on est des voleurs, etc. Parce qu'on a créé un truc qui était complètement fou. Quelques semaines plus tard, on a des attaques sur le débauchage déloyal avec des avocats. Et donc, ça nous a obligés, dans notre première période de vie de la société, de prendre et de s'entourer d'avocats. C'est-à-dire qu'on est en train de faire du business, on est en train de communiquer pour recruter des gens, et d'un coup, des entreprises qui ne supportaient pas, en fait, qu'un concurrent vienne. Alors, les gens nous appelaient des concurrents, et jusqu'à aujourd'hui, je déteste le fait que quelqu'un dise qu'une agence immobilière est concurrente à une autre agence immobilière. Je déteste ce principe-là parce que c'est contre mon état d'esprit. J'ai jamais été concurrent de Capi, jamais été concurrent d'Optimum, j'ai jamais été concurrent de qui que ce soit, ni d'IAD, ni de personne. De mon point de vue, j'ai toujours encouragé, jusqu'à aujourd'hui, les entrepreneurs à faire leur business. Le patron de Capi, d'Optimum, etc., ils ont fait un business, je fais le mien, et on se lance dans une activité, chacun fait ce qu'il a envie. Et eux ont décidé qu'on est des concurrents, alors que moi et eux, de mon point de vue, comme aujourd'hui avec plein d'autres agences, on est des confrères, point, on est dans le même métier, on fait le même travail, on recrute des négociateurs, on travaille. C'est tout, on est des confrères, on fait le même boulot, on cherche à vendre des biens. Donc on peut être dans la théorie concurrent sur un mandat, mais eux, ils se sont mis dans la position qu'on est concurrent dans le recrutement. Et ils ont décidé qu'on doit se battre. Ils doivent se battre avec moi pour m'empêcher de recruter des négociateurs. Ils ont décidé pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, mais pendant des années, du début jusqu'à la fin de BIM.com, de m'attaquer matin, midi et soir sur le fait qu'on recrute à tour de bras, sur le fait qu'on n'arrêtait pas de leur piquer des négociateurs, qu'on leur volait des négociateurs, etc. J'ai entendu dire plusieurs fois par des négociateurs qui venaient chez nous qu'en fin de compte, ils faisaient des réunions contre nous. C'est-à-dire, dans leurs réunions d'information qu'ils faisaient eux en présentiel, ils racontaient mon histoire, ils racontaient que je suis un truand, etc., juste pour pas que les négociateurs viennent. Non seulement ils ont fait des erreurs en le faisant, mais en fin de compte, ça nous a servi. Plus Capi Optimum nous attaquait, plus on recevait des négociateurs de leur part. Plus ils ne voulaient pas que les négociateurs utilisent le Mandao, plus les négociateurs venaient. Alors moi je dis aujourd'hui, si jamais des patrons d'Optimum écoutent, qui vont écouter le podcast, ça va sûrement parler à un moment donné de ce que je suis en train de dire maintenant,
Sachez qu'à l'époque, moi, vous me faisiez rire et vous avez fait une grave erreur et c'était dommage. Parce qu'il s'est passé plein de choses plus tard. Parce que plus tard, et je vais raconter ça dans un autre épisode, plus tard, la guerre était tellement énorme entre les réseaux et moi, parce qu'en fait, ils avaient tous créé un syndicat. Je pense qu'il existe encore aujourd'hui. Moi, personnellement, dans mon cerveau, dans ma façon de penser, je déteste les syndicats. Je déteste les syndiqués, je déteste être dans un système. Je déteste. Et donc, ils ont tous créé un système. Il y avait bien sûr la FNAIM, mais la FNAIM, c'est pour, dans la théorie, les agences immobilières traditionnelles. Et après, il y a eu le CIREMI, un syndicat de réseau mandataire. Et ils ont voulu absolument nous intégrer dedans. Et moi, je leur ai dit non, je ne veux pas être dans votre syndicat. Ça les a énervés parce que le principe même de ce syndicat, c'était qu'il y ait une sorte de clause de non-agression entre nous et que personne débauche personne. Moi, je leur dis, c'est pas mon business, les amis. Faites ce que vous voulez. Moi, je fais ce que je veux. Si les gens veulent venir chez moi, ils viennent chez moi. S'ils veulent venir chez vous, qu'ils restent chez vous. Et c'est la vie, c'est comme ça. Vous pouvez pas m'empêcher de développer mon business juste parce que vous êtes mauvais ou parce que commercialement, vous tenez pas la route. Mais c'est pas mon problème à moi. Et donc, ils nous ont attaqués. Et d'un côté, on avait les attaques virulentes, personnelles. Et à une époque et bien sûr, je vais en parler encore beaucoup dans les prochains épisodes, des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ma vie et mon business, je le développe essentiellement à 70% grâce aux réseaux sociaux. Et à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas comme aujourd'hui du tout. À l'époque, Facebook, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tout le monde pouvait dire n'importe quoi sur tout le monde. Il y avait beaucoup de comptes anonymes. Les gens pouvaient insulter, on ne pouvait pas les bloquer, etc., etc. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sécurisé. On peut contrôler les informations. Et à l'époque, je ne maîtrisais pas Facebook comme je le maîtrise aujourd'hui. Et à l'époque, il y avait énormément de problèmes qui s'y passaient. Maintenant, quand quelqu'un marque un message nocif sur Facebook, il se balade sur Internet. Quand mon nom est associé à des mots comme escroc, charlatan, etc., et que ça se balade et que j'ai aucune possibilité de choper ce message-là et de le stopper, c'est simple, ça fait du mal. Ça fait du mal à qui? Ça me fait du mal à moi, personnellement, bien sûr. Ça m'empêche de réfléchir, ça m'empêche de me concentrer, ça me vexe personnellement, et surtout quand les négociateurs, ils viennent, ils me disent, t'as vu ce qu'ils ont dit sur toi, etc. Et donc, c'était une pression toute la journée. Donc, j'essayais de ne pas me regarder ça, mais de l'autre côté, il fallait continuer le business. Après, il y avait les attaques par avocat, débauchage déloyal. On nous attaquait. Toutes les semaines, on avait des relances, il faut que vous arrêtiez, etc. Et moi, je leur envoyais des relances, et je leur disais, arrêtez de nous saouler, on va continuer. Le pire dans toute cette histoire, pour eux, même pas pour moi, c'est qu'on a gagné. On est parti au procès, et on a gagné contre Optimum et Capi. Et vous savez une chose que personne ne... Enfin maintenant, je vais vous dire une chose que personne ne sait, c'est qu'ils nous doivent de l'argent de l'époque. On a gagné contre Capi avec, je crois, c'était 8 000 euros, dommages à intérêts, qu'ils devaient nous payer, qui nous ont jamais payé parce qu'ils ont perdu sur le procès sur débauchage déloyal. Maintenant, cette époque-là, c'était une époque très bizarre parce que moi, je travaillais comme un fou, en fait, matin, midi et soir, pour chercher à recruter, développer un business, faire une petite révolution dans le marché. J'étais en réalité avec des bonnes intentions. Je voulais aider les agences immobilières à se développer aussi. Je voulais qu'on bosse normalement. Mais ils ne m'ont pas laissé faire ça. Ils ont juste décidé de se battre contre moi matin, midi et soir. Donc, bien sûr, je baisse pas les bras, je continue à bosser comme un fou. Mais à ce moment-là, il se passe un autre truc. Il se passe un autre truc pendant ce temps. Moi, je travaille comme un fou et personne n'est capable de comprendre ce que ça veut dire travailler comme un fou quand on m'a pas vu bosser. C'est simple, ma vie commençait à 6h, 6h30 du matin et se finissait à peu près à 2h, 3h du matin tous les jours pendant à peu près 5 ans. Et ce qui s'est passé à cette époque-là, déjà, c'était à peu près un an et demi. Donc, bien sûr, ma vie personnelle devenait... en fait, c'était devenu n'importe quoi, en fait. Je rentrais à la maison très, très tard. Je voyais pas la famille, je voyais pas ma femme, je voyais personne. Et c'était l'époque, en fait, où tout a commencé à se disloquer entre moi et mon ex-femme maintenant. Et c'est à cause de ça, en fait, qu'on a divorcé. Mais cette période venait de commencer. Et le problème, le brouhaha se passait sur les réseaux sociaux, il se passait au sein de ma famille, il se passait au sein de l'entreprise, parce que tout a une influence sur absolument tout. Mais ça changera, on continue à bosser. Maintenant, il se passe un truc vraiment sympa pendant cette période, c'est que
un jour. Donc il y a un peu le brouhaha qui est en train de se calmer. Les gens, ils ont compris que je ne vais pas m'arrêter avec le mandao et que je vais continuer à le faire. Attendez, sur Instagram, je redémarre un live parce qu'après 1 heure, ça coupe. Donc je redémarre tout de suite. Excusez-moi pour ceux qui sont sur Facebook parce que j'essaye de donner un peu ma tête un tout petit peu partout pour faire plaisir un peu à tout le monde. Donc dans 2 secondes, je redémarre dans 2 secondes, je redémarre le live. Pourquoi tout le monde m'appelle au téléphone pendant que je fais un live? Donc voilà. Et d'un coup, un matin, enfin pas un matin, vers 11h, 11h30 midi, mon associé vient me voir et me dit, Daniel, il faut qu'on parle. Maintenant, moi personnellement, quand on me dit un truc pareil, Daniel, il faut qu'on parle, en général, ça signifie qu'il y a un mauvais présage. C'est un mauvais présage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer. Et je déteste en fait, pour ceux qui écoutent maintenant, ne m'appelez jamais en me disant il faut qu'on parle. Dès qu'on me dit cette phrase, en fait, ça me sonne dans mon cerveau comme la chose la plus grave qui puisse exister. Attention, c'est une mauvaise nouvelle, prépare-toi, assis-toi bien, il y a un truc grave, il faut que je t'annonce. Et il vient, il me dit il faut qu'on parle. Ah putain, je dis mais c'est quoi le problème maintenant? Il me dit il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. Écoute, j'ai réservé une place au restaurant. Bon, on va s'asseoir, je te raconterai tout ça. Et moi, ça me stresse. Il est 11h, 11h30, un truc comme ça. On avait pris l'habitude déjà de manger à 13h. Et donc, j'attends patiemment de ce qui va se passer, ce qu'il veut me dire. Maintenant, je ne savais pas ce qu'il était en train de faire derrière mon dos, en fait. Il avait organisé que tous les salariés de l'entreprise, qui étaient à l'époque à peu près une quinzaine, euh, nous rejoignent déjà au restaurant. Ils étaient déjà au restaurant. Et donc, nous, on arrive ensemble, on marche doucement, doucement. Et moi, je lui dis sur tout le chemin, mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu me dis pas, etc. Il me dit, laisse tomber, je te raconte ça tout à l'heure. Il faut que tu sois assis. Maintenant, il y a un truc très important qui s'est passé le premier jour de la boîte. Et vous allez voir que ce qui s'est passé dans la première journée, lorsque j'ai fait un pacte avec mon ex-associé, et je vous l'ai dit la dernière fois, enfin dans le 2e ou 3e épisode, euh, quand on a décidé de bosser ensemble, d'être associés, je lui ai dit un truc simple, ça s'est décidé dans un métro. On en avait parlé beaucoup avant et on avait pris la décision de bosser ensemble dans le métro. Et dans le métro, ça s'est passé comment? Je lui ai dit, écoute, voilà, si tu es chaud pour bosser avec moi, si tu es chaud pour lancer le projet, je te propose un truc simple. On est associés, pas 50-50 parce que 50-50 c'est dangereux pour nous deux. Je prends 51%, toi tu as 49% et on avance comme ça. Ça te va ou pas? Il me dit oui. Mais il y a une deuxième condition. La deuxième condition, c'est que toi, tu t'occupes de l'administratif et de la finance, parce que c'était ses compétences. Et je lui dis, moi, je m'occupe du développement commercial de l'entreprise, de la communication. Et personne n'intervient sur le boulot de l'autre. Ça, c'était mes conditions de départ. Alors pourquoi je lui avais donné ces conditions de départ qui étaient une bonne décision au départ, une mauvaise décision plus tard? Et ça, c'est important, encore une fois, ça fait partie des leçons que j'ai apprises dans ma vie. C'est une grosse, grosse, grosse leçon. En fait, personnellement, je connais mes compétences. Je sais exactement où je suis bon, je sais exactement où je suis mauvais, et je sais exactement où je suis nul, et je sais exactement où je suis excellent. En fait, ça vient avec l'expérience. Mais le fait de savoir ça m'a aidé dans ma vie à m'entourer des bonnes personnes. Mais aussi le fait de savoir ça m'a poussé à croire que parce que j'étais nul dans certaines choses, je devais absolument confier la tâche sans la contrôler à quelqu'un d'autre. Alors, l'idée, c'était que je voulais toujours être le moteur de l'entreprise. J'ai voulu tous les jours, tout le temps, pousser les négociateurs à aller plus loin. J'ai voulu toujours, tout le temps, être celui qui avait le sourire, qui avait la patate et qui allait donner de l'énergie à tout le monde. Et je lui ai dit un truc simple, je lui ai dit, si jamais on a des problèmes financiers et que je le sais, je vais avoir du mal à motiver les troupes. Et comme je vous l'ai dit, pendant à peu près 1 an et demi, on bouffait du couscous au beurre tous les jours. Et bouffer du couscous au beurre tous les jours, d'abord, mis à part le fait que j'ai pris 20 ou 30 kilos à cette époque-là, juste à cause de ça, parce qu'on mangeait très très mal tous les jours en fait. C'était n'importe quoi d'un point de vue
D'un point de vue calorique, c'était vraiment n'importe quoi, parce que ça fait beaucoup de graisse, le beurre. Euh, je lui ai dit, voilà, on bouffe du couscous au beurre, déjà c'est grave. On n'a pas d'argent à se mettre dans la poche parce qu'on touche pas d'argent. On a travaillé pendant à peu près 1 an et demi sans se payer de salaire. Alors ça c'est énorme en fait, faut comprendre. On travaille tous les jours, tout le temps. Le big morning c'est de la motivation. On bouffe du couscous au beurre et je devais raconter à tout le monde, y compris à mes concurrents, y compris à mes salariés, y compris à tous les négociateurs qui travaillaient, qu'on était les champions du monde. Il fallait leur dire qu'on était les numéros un, il fallait leur montrer qu'on va tout déchirer, il fallait leur montrer qu'on a de l'argent pour payer leur publicité, le logiciel, etc. Il fallait leur montrer qu'on était les meilleurs, mais on n'avait pas de l'argent pour manger. Et moi, je lui avais donné cette règle dès le départ. J'ai dit, écoute, moi, j'ai pas envie de savoir si on a des problèmes dans la boîte ou pas, point de vue financier. J'ai pas envie de savoir. Parce que j'ai envie d'être toujours concentré sur la motivation. Et je lui dis, voilà, j'ai envie que tu me dises uniquement si ça va mal et si ça va bien. Donc on se voyait tous les jours, tout le temps, sur plein de problèmes, sur plein de trucs, des problèmes administratifs, problèmes informatiques, problèmes techniques, problèmes de recrutement, etc. Mais dès qu'on parlait argent, je lui dis, juste dis-moi, ça va bien ou ça va mal? Si ça va bien, c'est bon, ça s'arrête là, tout va bien. Et si ça va mal, hop, on se prend un petit rendez-vous et on discute et on voit comment on règle l'histoire. Et bien sûr, les premiers mois, c'est pas que ça allait mal, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Donc, on avait on travaillait en low budget, on travaillait euh, à vue en fait. Dès qu'il y avait un tout petit peu d'argent qui rentrait, on se prenait 100 euros ici, 100 euros là pour aller essayer de vivre avec un tout petit peu, mais on n'avait rien en fait, pas d'argent. Et pendant 1 an et demi, on bossait. Et moi, dès le départ, je voulais juste être concentré sur le positif. Je voulais être concentré sur le fait qu'on recrute, qu'on forme et qu'on développe le business sans être concentré sur les problèmes d'argent. Et donc, j'étais pas du tout au courant pendant pratiquement 4 ans ou 5 ans de ce qui se passait au jour le jour en termes d'argent. Je pense aussi que c'est grâce à ça que j'ai réussi à développer sans cesse la boîte et j'ai réussi tous les jours à recruter parce que je ne savais pas réellement ce qui se passait dans le détail, en fait, dans le détail. Je savais combien on faisait de chiffre d'affaires, je savais combien de mandats on avait, je savais combien de transformations on faisait, je savais énormément de choses, mais dans le détail, c'est-à-dire dans le compte en banque, dans combien de commissions on a fait rentrer aujourd'hui, demain, combien de commissions vont sortir, combien de dépenses on va avoir ce jour-ci ou ce mois-ci. Dans le détail, je m'en foutais totalement parce que je savais que j'avais un associé qui avait 49% des parts et qui, grâce à cette boîte, vivait, grâce à cette boîte, ses enfants vivaient. Et c'était sa responsabilité. Je faisais confiance à 100% à mon associé de l'époque. Et donc, je ne savais pas ce qu'il allait m'annoncer, en fait. Je ne pouvais pas savoir parce que j'étais juste concentré. Et pendant 5 ans, ma vie était concentrée sur une seule chose, recruter le maximum de négociateurs, former le maximum de négociateurs, faire que le maximum de négociateurs fassent des ventes. Donc, j'étais toujours dans le coaching, dans la formation, dans le conseil, dans le développement et jamais dans le détail de quel négociateur voyait quelle facture et combien d'argent on a payé à l'URSSAF, à la TVA, etc. C'est pas que je m'en foutais, mais je mettais tout entre les mains de mon associé. Et donc, pendant des années, ça a marché, ça a fonctionné. Mais à ce moment-là, il est 11h30 midi, on va vers le restaurant, et je ne sais pas ce qu'il est en train de me mijoter, et je pense que c'est une mauvaise nouvelle qu'il va m'annoncer, parce qu'on va se voir tout seul dans le resto, et je ne sais pas ce qui se passe. Et d'un coup, je rentre dans le resto, et je vois que tout le monde est assis, tout le monde nous attend, et je dis, mais putain, qu'est-ce que tu es en train de me préparer? Qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait? Et je flippe, en fait, et personne ne sait pourquoi je flippe, et personne ne sait, en fait, quelle est l'annonce qui va se passer. Parce qu'il a dit à personne pourquoi il nous invitait au restaurant aujourd'hui. Et c'était pas une invitation du tout. Il dit, viens, on se retrouve au restaurant. Et d'un coup, donc on commande, il dit commande, etc. Qu'est-ce que tu as envie de manger, etc. Détends-toi un peu. Et moi, je stresse. Et à ce moment-là, bon, il me sort une enveloppe, une grosse enveloppe, avec des documents dedans. Et il me dit, ben, lis. Et dedans, il y avait un pavé, en fait, plusieurs pages dedans. Et en fait, c'était le bilan. Il venait de sortir de chez le comptable. C'était le bilan de l'année qui venait, enfin pas de l'année, c'est un prévisionnel avec plein de pages, bien sûr, avec nos charges, nos dépenses. Et bien sûr, les premières pages, c'était combien de salaires on avait payé, combien d'investissements on avait fait, etc., etc. Et, euh, et je regarde la dernière ligne, et d'un coup, là, qu'est-ce que je vois? Et j'avais pas compris, parce que j'étais dans un stress, en fait, qu'est-ce qu'il était en train de m'annoncer. Et d'un coup, il m'annonce, ben,
Tu lis pas là ce qui a marqué? C'est si, mais je comprends pas. C'est notre boîte, ça? Comme c'était un peu la première fois que je regardais les bilans de notre propre boîte, parce que j'étais à fond dans ce que je faisais, et je prenais même pas une minute de mon temps, parce que j'en avais pas de temps en fait. J'avais du temps pour faire uniquement les choses que j'avais décidé de faire, c'est-à-dire le recrutement, le développement, la communication, et lui il s'occupait du reste. Et d'un coup, je vois une ligne où il y avait marqué 1 213 000 euros. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Ben voilà, on est là pour fêter le premier million de la boîte. Et on venait d'encaisser, en fait, sur l'année, 1 million d'euros. Et comme, alors là, j'étais comme un fou, en fait. J'étais mitigé entre le stress des attaques, le stress avec tout ce qui se passait autour. J'étais même pas conscient qu'on était déjà en train de faire 1 200 000 euros de chiffre d'affaires, alors que la première année, on avait fini à 200 000 euros, et là, on est à 1,2 million. C'est simple, on a fait la première année 200 000, on a fait 6 fois plus de chiffre d'affaires la deuxième année. Et on n'avait même pas encore fini la deuxième année. On était sur le chiffre d'affaires en prévisionnel, 1 200 000 qu'on devait encaisser. On avait déjà à peu près encaissé 1 million. Alors bien sûr, c'est la fête, on est super heureux, super content, mais c'est pas suffisant. Donc bien sûr, c'est un moment assez génial de voir 1 million, surtout quand on se rend compte en fait qu'on vient de très très loin. Mais moi, je sais pertinemment parce que je vivais toutes les choses de très près. C'est-à-dire toutes les accusations, toutes les attaques, c'était contre moi. En fait, mon associé était un peu, disons, dans l'ombre. Il était tout le temps derrière, en fait. Il était dans l'administratif tout le temps. Donc les négociateurs étaient tout le temps en contact avec lui quand il s'agissait de factures, de papiers, etc. Mais en façade, ça a toujours été moi qui étais devant tout le monde. Et donc, toutes les attaques étaient directement contre moi. Donc, eux, ils étaient heureux, les salariés, en disant ouais, c'est génial, on a 1 million d'euros, super, ils étaient tous contents, ils étaient tous super motivés à être dans une boîte qui commençait à, à évoluer. Lui, il était super content parce qu'il vivait les chiffres. Et moi, j'étais content d'avoir obtenu tout ça. Mais comme je suivais pas l'évolution toujours dans les chiffres, ça m'a pas fait ni chaud ni froid. Mais de l'autre côté, je savais qu'on n'était pas du tout à l'abri. Je savais qu'on n'était pas à l'abri, surtout parce que les attaques continuaient. C'est-à-dire, moi, j'étais avec mon téléphone, j'avais tout le temps des notifications sur Facebook, je voyais tout le temps ce qui est en train de se passer. Et il n'y avait pas un moment où il n'y avait pas des insultes, où il n'y avait pas des trucs comme ça, où il n'y avait pas un message virulent par Messenger, etc., ou par mail. Des fois, je faisais comme si rien n'était, mais la plupart du temps, ça me touchait. Et donc, à ce moment-là, je crois quelques jours plus tard, je lui ai dit, là, il y a Capillo, Optimum, IAD, etc. qui sont en train de nous attaquer. Il y a Century 21 et Error puis Foncia qui nous regardent mal de l'œil parce que bien sûr ils se mêlaient, tout le monde se mêlait en fait. Tout le monde voulait qu'on disparaisse du marché. Et moi je dis, moi je disparais pas, non seulement je disparais pas, mais je vais continuer à foncer. Alors je dis, il fallait qu'on fasse quelque chose d'autre. Je leur ai dit, alors il y avait toujours les mêmes problèmes par exemple au recrutement des négociateurs, tout le temps en fait. Quand on recrute un négociateur qui est un peu connecté sur les réseaux sociaux et qui voit tout ça, alors vous imaginez bien que les gens, quand ils entendent que le patron pour qui ils vont travailler plus tard, c'est un escroc, un charlatan, ça devient difficile en fait de recruter ces gens-là. Ça devient difficile d'expliquer aux gens, écoutez, mais en fin de compte, c'est que des réseaux sociaux, laissez tomber, ne prenez pas attention, ne prêtez pas attention. Et c'était très difficile de faire ça. Et pourtant, moi, j'avançais. Et donc, j'ai décidé de faire quelque chose qui, à l'époque, était une bonne décision, au moment où j'ai pris la décision. Mais là, c'est une des choses, je ne peux pas dire que je regrette parce que au moment où je l'ai fait, il y avait du sens. Mais plus tard, j'ai compris que c'était inutile. Comme j'avais eu une certaine peur de toutes ces attaques, parce qu'on est dans une période en fait où tout se passe en même temps, tout se passe en même temps. Attaque du côté Mandao, attaque du côté des négociateurs, attaque du côté du tribunal, attaque du côté des concurrents, de la DGCRF, des courriers tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, d'un côté, je reçois des accusations et je dois m'expliquer tout le temps devant tous les salariés et négociateurs et c'est un peu chiant. Alors j'ai dit, j'ai envie d'essayer de faire un coup de pub encore plus énorme et de changer complètement la donne. Et donc, je décide deux choses. Première chose, j'aurais dit, voilà, on va prendre alors, on avait déjà changé de nom hein, à cette époque-là. Et le problème avec le changement de nom, et je vous en ai parlé un tout petit peu la dernière fois, c'est que les gens pensaient que Phoeniximo, l'ancienne marque, avait fait faillite et avait fermé, et que BIM.com, c'était une nouvelle boîte que j'ai créée, parce que Phoeniximo n'avait pas marché.
Et ça commençait à circuler sur le net. Et bien sûr, c'était faux. Les gens ne comprennent pas qu'une société peut avoir plusieurs marques. Mais les gens ne savaient pas. Il y a très peu de gens qui savent que c'est possible, mais c'est possible. D'ailleurs, c'est le cas aussi aujourd'hui. J'ai une société, j'ai plusieurs marques. La marque, c'est la marque commerciale. La société, c'est la société. Et on a tout à fait le droit de faire ça. Mais les gens ne comprenaient pas. Et ils pensaient que Phoenix Mois avait fermé. Et ça continue à circuler là-dessus. Donc, j'ai dit, voilà, il faut qu'on clarifie les choses et qu'on leur montre à tous qu'on est beaucoup plus puissant que ce qu'ils pensent. Il faut qu'on leur montre à tous qu'on n'est pas une simple agence ou simple réseau. Donc, on va faire autre chose. Et j'ai décidé de faire deux choses. Première chose, j'ai dit, on va prendre des communicants, on va prendre un attaché de presse. Parce qu'on a quelque chose d'important à dire. Première chose, c'est qu'on est en train de révolutionner le marché. Le mandat haut, pour moi, était un changement énorme sur le marché immobilier français. Je le savais parce que tout le monde me détestait. Donc, comme tout le monde me détestait parce qu'on prenait des mandats à tour de bras, parce qu'on recrutait des négociateurs, parce qu'on faisait des ventes plus rapidement que tout le monde, donc vu que ça les dérange, donc c'est bien. Ça ne veut pas dire que je voulais faire tout dans le but de déranger. C'est que si je pense que c'est quelque chose de bien et en plus tout le monde a accès au mandat haut, donc c'est bon. Pourquoi ils ne l'utiliseraient pas? Donc, je voulais fermer la bouche à tous ceux qui m'insultaient en leur disant, écoutez, on va faire travailler la presse. Et donc j'ai pris un attaché de presse, la société publiciste, un des responsables de la société publiciste s'occupait de nous pendant à peu près un an et demi. Ça coûtait très cher de faire ça. Et d'ailleurs, je conseille à tous ceux qui ont un concept intéressant d'attaquer par la presse. La presse, c'est quelque chose d'assez puissant parce que la presse, ça donne tout de suite une autre image de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou celle que vous êtes en train de créer parce que il n'y a rien à faire. Je peux parler autant que j'ai envie en vidéoconférence. Je peux faire le maximum de formations possible en présentiel. Je peux serrer le maximum de mains possible. Les gens vont toujours prendre les choses à moitié. Par contre, quand c'est écrit sur un journal, sur le Figaro par exemple, quand c'est écrit dans un article de presse, dans la bourse, quand c'est écrit dans un truc sur du papier, les gens ils se disent « Ah, si c'est écrit dans le journal, ben c'est que c'est vrai ». Je ne sais pas pourquoi, mais les gens ils réfléchissent comme ça. Donc ils ont beau m'avoir en face d'eux lorsque je leur explique les choses, il suffit que c'est écrit 3 lignes sur le Figaro pour que tout le monde se taise. Alors j'ai dit, voilà, on va investir de l'argent dans un attaché de presse, on va faire une première conférence de presse, et ça, c'est ce que je vais vous raconter la semaine prochaine dans le prochain épisode, comment je me suis préparé à cette conférence de presse, et qu'est-ce qu'il en est sorti, parce que c'était des moments vraiment géniaux, cette époque-là, mais c'est tout un... En fait, dès qu'on prend un attaché de presse et qu'on a quelque chose d'intéressant à dire et qu'on a vraiment quelque chose de différent, normalement, ça fait bouger. Mais quand le produit est intéressant et vraiment différent de tout, ça fait bouger l'attaché de presse. Et l'attaché de presse, c'est le meilleur commercial qui puisse exister pour vous. Et si votre produit est excellent, si votre service est excellent, si le concept est excellent, l'attaché de presse, il meurt d'envie que vous soyez sur tous les articles, dans tous les blogs, sur tous les interviews à la radio, etc., etc. Donc je ne savais pas comment ça allait se passer parce que c'était la première fois que je travaillais avec un attaché de presse de ma vie. Et donc c'était toute la journée des entretiens, etc. Et donc je vous parlerai de la première conférence de presse que j'ai fait à cette époque-là qui était géniale. Mais j'avais décidé deux choses. Donc première chose, c'est attaché de presse. Et deuxième chose, c'était de changer de bureau. À l'époque, on était au 97 boulevard Soult dans un 60 mètres carrés. C'était bien au départ lorsqu'on était 2, mais c'est quand on était 15 et bientôt on était 20, ça devenait un enfer, on n'arrivait plus à travailler en fait. Trop de bruit, impossible de se concentrer. Donc j'ai dit on change. Mais on va changer pas n'importe où. Je leur ai dit que j'avais envie de changer et montrer à tout le monde que nous sommes des vraies pointures. Et à ce moment-là, je décide de faire les choses en grand et en très très grand. Et la semaine prochaine, je vais vous raconter justement la suite, c'est quel genre de bureau j'ai pris, comment ça s'est passé le changement et quelles choses se sont passées entre le moment où on a déménagé et au moment où on est arrivé. Comment ça a changé du point de vue de la concurrence, pourquoi j'ai fait ça en termes d'image. En fait, je voulais travailler sur l'image. Comment les choses ont changé, mais d'une manière radicale, juste parce que j'ai déménagé de bureau. Juste parce que j'ai montré aux gens qu'on était différents et en plus qu'on n'arrêtait pas d'avancer. Donc mon objectif à moi, c'était
juste leur dire aux gens, écoutez, vous m'avez pris pour un rigolo la semaine dernière, ou il y a 2 mois ou 3 mois, parce qu'on a mis un message sur Facebook. Maintenant, juste, je vais vous montrer que je vais juste vous montrer qui est le plus fort ici. Et c'est à peu près ce bras de fer qu'on était en train de jouer sur des messages interposés, un par mail, l'autre sur Facebook, l'autre sur Twitter. Et d'un coup, je vais leur dire, voilà, on va pas seulement déménager, mais on va montrer à tout le monde qu'on va déménager, mais parce qu'on a envie de révolutionner le monde, on a envie de prendre tout le marché. Et je voulais montrer à tout le monde que non seulement on change les choses, mais en plus on va en parler et on va être les premiers à communiquer sur ce qu'on fait et on va vraiment montrer une révolution. D'un côté pour dire à tous ceux qui nous attaquaient, ça suffit les gars, vous ne faites pas le poids. Et d'un autre côté pour dire aux gens, au lieu de nous attaquer, devenez partenaires avec nous. Et donc j'ai fait beaucoup de changements. Première chose, c'est le déménagement. Et le déménagement qui a été... c'était pas juste un déménagement, c'était où on allait déménager qui était le plus important. Et donc, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est pourquoi j'ai voulu déménager où on a déménagé et pourquoi j'ai décidé de dépenser autant d'argent sur juste des locaux. Et comment ça a changé la communication avec des attachés de presse et surtout quand on fait des conférences de presse. Parce qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui font face à ce genre de choses ou qui veulent faire face à des conférences de presse ou qui veulent évoluer dans ce domaine-là. Et je vous assure que préparer une conférence de presse, c'est la chose la plus stressante qui m'est arrivée dans ma vie. Quand on a... alors j'avais l'habitude déjà de former 200, 300, 400 personnes en face de moi. On allait dans des conférences, dans des amphis pour faire des formations en plein de négociateurs. C'était assez énorme ce que j'ai pu faire dans ma vie, mais parler à 300, 400 personnes, c'est absolument rien par rapport à parler à 30 journalistes en face de vous qui comprennent rien à ce que vous faites. Et je me suis préparé à peu près pendant 1 mois et demi, 2 mois, juste pour cette conférence qui a duré à peu près une demi-heure. Et c'était le moment le plus stressant de ma vie, en fait. Et comment j'ai pu transformer des simples journalistes, alors simples, moi j'adore les journalistes, mais des journalistes qui connaissaient rien du tout à ma vie, en fait, qui connaissaient rien, ni au Mandao, ni à ce que j'étais en train de lancer, parce qu'il y a eu un nouveau truc que j'ai lancé, je voulais en parler aussi la semaine prochaine. Donc on était en train de lancer énormément de choses, et j'avais décidé de changer tous les codes de l'immobilier. Et donc, ça fait beaucoup de brouhaha. Donc, tout ça, on va en parler la semaine prochaine, sur le prochain épisode. Vous pouvez, bien sûr, retrouver cet épisode sur YouTube pour ceux qui vont l'écouter plus tard, pour ceux qui veulent le partager, pour ceux qui veulent mettre en pause et revenir plus tard là-dessus. Donc, vous pouvez aussi écouter ça en podcast. Vous pouvez sur Apple Podcast, vous cherchez La folle histoire de BIM ou vous cherchez Daniel Nadjar. Vous allez trouver énormément de podcasts autour de l'immobilier. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur Facebook. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce qui s'est passé. Et pour ceux qui veulent avoir du contenu supplémentaire autour de ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il y a plein de vidéos, il y a plein de documents de l'époque que j'ai gardés d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire un truc. Ce matin, exactement ce matin, enfin le matin tôt, dès que je me suis réveillé, je voyais que Facebook m'a envoyé un message. Vous connaissez sur Facebook par exemple où Facebook vous sort un truc de souvenir comme ça, un souvenir qui vous rappelle ce qui s'est passé le même jour quelques années plus tôt. Et ce matin, comme par hasard, alors que ce jeudi, je devais faire le live, donc ce matin, je reçois un message de Facebook comme quoi j'avais un souvenir de l'année 2013. Et il m'écrit ce message. Et bien sûr, je l'ai posté directement sur ma page en guise de clin d'œil. Et il y avait marqué ça ce matin. Il y avait marqué. Et ça, c'est un message que j'avais posté à l'époque sur mon compte et qui est toujours sur mon compte. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai rien effacé de toute cette époque, rien effacé. Vous pouvez aller sur ma page Facebook bim.com ou Daniel Nadjar, ou sur mon compte Daniel Nadjar, demandez-moi un ami, et vous verrez tout l'historique de tout ce qui s'est passé. Et c'est assez génial de voir ça. Donc, alors ceux qui veulent recevoir des documents supplémentaires ou du contenu supplémentaire, envoyez juste un mail à bim2i2m lepodcast.pro et vous allez recevoir pas mal de documents supplémentaires juste pour le fun, hein. Il n'y a rien de spécial à ça, mais il y a des liens sur des vidéos de l'époque. À chaque épisode, je mets des documents spécifiques par rapport à ce qui touchait à cette époque-là. Donc le texte que j'ai reçu ce matin de Facebook, ça m'a rappelé cette époque-là, il est marqué comme ça. Ça, c'est un message que moi-même j'ai écrit à l'époque, tel jour, telle heure, c'était sûrement le 7 février 2013. Et j'écris « On finit la semaine en beauté en battant un nouveau record.
À peine débuté le mois de février, et voilà que nous avons doublé notre marge de l'année 2013 tout entière. C'est pas beau ça? Mais tout ça grâce à qui? Tout simplement au travail d'une équipe d'acharnés, de bourreaux de travail, de beamers surmotivés qui ont tout compris, qui ont compris la vraie valeur de l'effort. Parce que c'est vrai que j'étais pas le seul à bosser, tout le monde bossait comme des fous, hein. Et je continue, il n'y a pas de résultat sans sueur. Point final. J'en suis persuadé, tant au siège que sur le terrain, nous avons les meilleurs et les meilleurs parmi nous. Plus vous réussissez, plus nous sommes motivés à nous démener jour et nuit pour nous transmettre toute notre énergie, notre savoir-faire, afin de prendre une place incontournable sur le marché et en devenir des leaders. Modeste bim, non, pas du tout. Et bim. Et c'est comme ça que j'avais fini le message. Et bien sûr, à l'époque, à chaque fois que je mettais ce genre de message, j'avais toute la troupe qui était complètement motivée pour attaquer le marché d'une manière encore plus puissante que la veille. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Vous pouvez bien sûr écouter tout ça en podcast et vous pouvez réécouter les épisodes depuis le début. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 qui vient de sortir aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Amusez-vous bien. Et bien sûr, on se dit à la semaine prochaine à 17h30 précise, que ce soit sur Instagram. Merci à tous ceux qui sont sur Instagram en train de me suivre. Merci à tous ceux qui me suivent sur Facebook et ceux qui vont regarder ça en replay. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui me donnent des messages super sympas. À très bientôt les amis, bye bye.